Bonjour le monde, bonjour l'Afrique, bonjour la diaspora, chers téléspectateurs, bonjour. Merci de regarder la nouvelle édition de la revue d'actualité politique hebdomadaire Décrypter l'Afrique, le panel, coproduite avec Vox Africa et le Média. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Fabrice Humeau, journaliste et fidèle colistier, de Niagale Bakayoko, politiste, présidente de l'African Security Sector Network en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale, Brigitte Améganvi, membre du collectif international d'ONG Tournons la page et militante pro-démocratie togolaise, et le député national de la RDC, Aimé Pascal Mongo Lokonda, qui sera avec nous sur le premier sujet, puis laissera sa place à Franck Totti, journaliste indépendant. Au sommaire, avons-nous vécu un tournant diplomatique dans les relations entre la France, l'Europe et la République démocratique du Congo avec la visite du président Félix Tshisekedi à Paris? Recevant son homologue congolais, Emmanuel Macron a appelé le Rwanda à cesser tout soutien aux rebelles du M23 et a affirmé que la France ne transigerait jamais sur l'intégrité territoriale de la RDC. Quelle est la portée réelle de ces propos au-delà des effets de communication habituels dans ces circonstances? Et comment Kinshasa compte sur le terrain reprendre le dessus dans un contexte où la corruption continue de gangréner le champ politique? Le Togo, où des élections législatives se sont tenues le lundi 29 avril, des élections qui ont satisfait les observateurs internationaux et beaucoup moins l'opposition, laquelle dénonce des irrégularités, alors même que ce scrutin annonce un basculement dans un nouveau système politique, un régime parlementaire adopté au forceps par le président Faure Gnassingbé et son pouvoir. On évoquera également les États-Unis qui ont jeté leur dévolu sur la Côte d'Ivoire pour abriter leur base militaire alors qu'ils ont été chassés du Niger après la France, alors même que des tensions croissantes opposent désormais ouvertement le pouvoir d'Alassane Ouattara au régime militaire burkinabé incarné par Ibrahim Traoré. Bonjour Fabrice, bonjour Niagale Bakayoko, Brigitte Améganvi et Aimé Pascal Mongo. Bonjour. Alors, la France d'Emmanuel Macron est-elle désormais l'allié indéfectible de la République démocratique du Congo dans sa guerre, certes indirecte, contre le Rwanda dans le Nord Kivu? En tout cas, alors que le président Félix Tshisekedi était en voyage officiel à Paris, Emmanuel Macron a adressé un message de fermeté à Paul Kagame tout en engageant Kinshasa à se dissocier des FDLR. D'abord, la France ne transigera jamais sur l'intégrité territoriale et la souveraineté de la RDC. Ensuite, nous n'avons aucune difficulté à pointer les responsabilités. Je vais le dire avec la plus grande clarté possible, la France condamne fermement l'action de tous les groupes armés, et particulièrement l'offensive du M23, qui doit cesser les combats et se retirer de l'ensemble des territoires qu'il occupe. Tous les groupes armés, je dis bien tous, doivent être désarmés progressivement, démobilisés. Et c'est un recours plein et entier à votre souveraineté qui doit s'en suivre. Le Rwanda, je l'ai redit au président Kagame dans un échange récent, doit cesser son soutien au M23 et retirer ses forces du territoire congolais. Je lui ai redit et je le rappellerai dans les prochains jours. Et l'urgence est à la désescalade. Il est également important, dans le même temps, de lutter contre les discours de haine et l'action des anciens génocidaires du FDLR. Et je veux vous remercier pour les engagements très clairs que vous avez pris, pour à la fois agir de manière très concrète et assumer politiquement la lutte contre les FDLR, et nous engager la communauté internationale et les forces onusiennes pour accompagner le processus, évidemment, de DDR. Bien entendu, l'argent n'est jamais très loin. La visite de Félix Tshisekedi vient concrétiser un partenariat avec la multinationale française Alstom qui doit construire le train urbain de Kinshasa. Et dans ce pays, les mines ne sont jamais bien loin. La volonté de continuer à avancer fortement avec ce que nous avons signé ensemble, c'est-à-dire le travail du BRGM pour cartographier à vos côtés vos ressources minières et notre volonté ensemble de travailler à une plateforme et un mécanisme de traçabilité de tous les minerais. Et ce mécanisme que vous appelez de vos voeux, c'est celui que nous soutenons, celui qui permet de lutter efficacement contre les trafics pour tous les minéraux critiques, celui, par exemple, comparable au processus de Kimberley pour le diamant qui existe aujourd'hui. Alors, je donne la parole, dans un premier temps, au député congolais, Aimé Pascal Mongo. D'abord, comment ça va dans votre province de Mai-Ndombe, qui a connu des troubles assez sérieux ces derniers mois? Oui, dans la province de Mai-Ndombe, ça va relativement bien. Et en fait, il y a toujours cette réalité des Mobondo.
Mais dans C'est-à-dire en fait, c'est une milice qui insécurise la population de Maïndombe, précisément dans le territoire du Kwamout. Mais sinon, le chef Sachant d'État... que cette province se trouve à l'ouest et non à l'est du pays. Cette province se trouve à l'ouest du pays et cette situation s'est fait remarquer à partir de l'arrivée massive des éleveurs en provenance de pays voisins, dans le Rwanda, avec leur bétail. Et depuis lors, l'insécurité a commencé à gangréner la province de Maïndombe, et avec des tueries qui sont similaires à ce qui se passe à l'est. Les gens sont décapités. Et donc voilà, dans l'ensemble, c'est ça. Et ben voilà, le gouvernement essaie de travailler, de mettre les bouchées doubles pour essayer de trouver la solution et surtout redonner la paix, n'est-ce pas, à la province de Maïndombe. Alors, j'ajoute que vous êtes un député proche de la mouvance présidentielle de Félix Tshisekedi, même si vous n'êtes pas de l'UDPS. Alors, quel bilan faites-vous de cette visite officielle du président Tshisekedi à Paris? Quelque chose de sérieux s'est-il passé? Bien avant cela, je suis en train de dénoncer ce qui s'est passé au même moment que le chef d'État était en tête-à-tête à l'Élysée. La région de Rubaya est passée sous le contrôle du M23, soutenu par les Rwandais. Et pour rappel, Rubaya, c'est la région qui contient la plus grande réserve mondiale des coltans avec lesquels on fabrique tous ces smartphones. Et donc, c'est vraiment un comportement à déplorer. Au-delà du fait qu'il y a eu cet engagement ferme de la France, je pense qu'il est important de dire aujourd'hui haut et fort que trop c'est trop et la cause du Congo étant juste, il est important que ceci s'arrête. Ben, ça montre aussi qu'au-delà du balai diplomatique, il y a des réalités sur le terrain. Il y a des réalités sur le terrain aujourd'hui qui s'apparentent un peu à un mépris à l'endroit du président français, un mépris du Rwanda, parce que le président français a pris l'engagement d'ailleurs même utiliser un ton très ferme vis-à-vis du Rwanda, mais que voilà, au même moment, cette région passe sous le contrôle du M23 soutenu par les Rwandais, c'est quand même un affront. Mais c'est encourageant tout ce qu'il y a eu comme balai diplomatique, et des grandes résolutions qui en découlaient, donc c'est très important. C'est une grande avancée et je pense que la RDC va toujours continuer à demander à la France d'intervenir de manière efficace. Parce que nous savons tous que le Rwanda, jusque-là, a été soutenu par la France. Alors, Fabrice, on est loin de la mauvaise humeur qui a souvent caractérisé les relations entre Paris et Kinshasa. Ça n'a pas toujours été simple entre Emmanuel Macron et Félix Tshisekedi. Oui, on se souvient par exemple de la passe d'armes de mars 2023, il me semble, lors de la visite d'Emmanuel Macron à Kinshasa, où il y avait eu effectivement une petite tension sur les mots qu'avait employé le président français en parlant de compromis à l'africaine. Bon, pour évoquer les élections. Pour évoquer les élections, effectivement. Et au-delà de cette tension qu'il y a pu avoir, moi, je suis surtout interloqué par le fait que on est sur des postures. Et là, pour le coup, j'ai l'impression que le président Tshisekedi soit est un petit peu naïf, soit ne sait pas à qui il a affaire, parce qu'on nous parle d'une plateforme de traçabilité, par exemple, des minerais. Moi, je pense que c'est la question centrale aujourd'hui. On va évoquer ça dans un second temps, mais dans un premier temps, je voulais qu'on évoque quand même la question sécuritaire et C'est lié, tout est lié pour moi. Tout est lié parce que aujourd'hui, on ne peut pas tracer l'origine des minerais quand on sait que la plupart des réserves de mines sont contrôlées par des groupes armés, dont le M23. Donc, je pense que tout est lié, que ce soit la question sécuritaire ou celle des minerais. Et parler aujourd'hui de plateforme de traçabilité, c'est un peu, faire des plans sur la comète sans évidemment considérer que sur le terrain, la situation est très compliquée. Pour parler de la situation sécuritaire, la ville de Goma, qui est la capitale du Nord Kivu, est toujours en danger, menacée par le M23. Mais tu dis que Tshisekedi ne sait pas à qui il a affaire. Tu penses que Emmanuel Macron continue de jouer un double jeu ? Évidemment qu'il continue de jouer double jeu. Il suffit de prendre des faits. En février dernier, l'Union européenne a signé un accord de coopération avec le Rwanda sur la question des minerais. Un accord d'ailleurs qui a été dénoncé, il me semble, par le gouvernement de Félix Tshisekedi. Et la Belgique aussi.
l'Union européenne, enfin, on parle de tous les pays de l'Union européenne, la Belgique y compris. Comment peut-on prétendre vouloir lutter contre ce qui se passe avec plus que des faisceaux d'indices concernant l'implication rwandaise dans le soutien au M23? Comment peut-on prétendre lutter contre cette avancée du M23 et en même temps signer des partenariats sur des minerais que ne possède pas le Rwanda? Le risque que ces minerais soient volés, subtilisés à la RDC, à l'est de la RDC, par des miliciens qui sont contrôlés depuis Kigali est immense. Donc aujourd'hui, venir nous parler de ton ferme, de volonté d'en finir avec le M23, c'est de l'hypocrisie. Juste pour terminer là-dessus, au même mois de février dernier, l'Union européenne a aboli ce qu'on appelle le devoir de vigilance sur le suivi, en quelque sorte, de l'origine de l'exploitation minière. Le devoir de vigilance imposait, par exemple, sur la question du travail des enfants. Je rappelle que 40 000 enfants sont concernés par le travail des enfants dans les mines illégales ou légales d'ailleurs en RDC, à l'est de la RDC. Ce devoir de vigilance a été aboli à l'initiative de Paris, de Rome et de Berlin. Donc les trois pays qui sont censés mettre la question des droits de l'homme, de l'écologie en avant, ouvre totalement le champ à une surexploitation de ce qui se passe à l'est de la RDC. Transition écologique oblige, c'est un paradoxe, c'est-à-dire qu'au nom de la transition écologique, on va encore plus permettre une surexploitation violente des ressources du Congo. Alors Brigitte Améganvi, est-ce que c'est la perspective de gros profits économiques en RDC qui au final fait basculer, peut-être parce que Fabrice n'y croit pas vraiment, qui fait basculer la France? Alstom était déjà dans les gros marchés des trains urbains d'Abidjan et de Dakar, et Alstom prépare avec les autorités congolaises et des partenaires financiers un train urbain à Kinshasa. On imagine que c'est énorme, surtout avec les perspectives démographiques de cette grande cité. Absolument. Mais je dirais deux choses. En préalable, je dirais que je suis atterré que les conflits africains, alors que l'Union africaine existe, qu'on est en train d'essayer d'évoluer vers une zone économique africaine, se règle à Paris. Je suis bouleversé. Et je constate que nous sommes progressivement en train de donner l'Afrique comme un terrain de jeu de la nouvelle guerre froide qui est en train de s'installer. À partir de ce moment-là, effectivement, chaque pays, chaque regroupement, chaque région essaye de tirer son épingle du jeu en faisant avancer son industrie, etc. Et pour terminer, je donnerai comme exemple que l'on essaye de développer l'Afrique avec des technologies qui ne sont pas les nôtres, etc. C'est tout à fait normal. C'est exactement de la même manière que la Chine a procédé il y a 30 ans. Mais qu'est-ce que la Chine a fait? Elle a planifié son développement. Elle a convoqué les grands groupes qui avaient telle ou telle technologie, elle les a mises en concurrence, elle a signé des contrats, des accords de licence en payant la technologie, et à partir de là, la Chine s'est développée, et la Chine est aujourd'hui l'usine du monde entier. C'est un exemple qu'on peut méditer. D'ailleurs, sur les mots, juste pour ajouter quelque chose, c'est assez drôle de voir que le président Tshisekedi dit « c'est un risque que j'assume ». Le fait de faire confiance à Emmanuel Macron, de compter, il dit « on peut compter sur la France, c'est un risque que j'assume ». Mais pourquoi c'est un risque? Il y a une espèce de paradoxe. C'est un message ambigu. Oui, effectivement, c'est un risque parce que c'est quand même le président de la RDC. Et là, il traduit exactement l'expression de la population congolaise qui, depuis un certain temps, commence à développer un sentiment anti-français, pour autant que les Congolais et les Congolaises estiment que la France est trop proche du Rwanda, qui fait mal quand même au Congo. Et donc ces sentiments anti-français risquent, si le président se rallie à la France, de jouer sur son pouvoir. Voilà. Alors, Niagalé, est-ce qu'on peut considérer que Emmanuel Macron est vraiment engagé aux côtés de la RDC d'un point de vue stratégique, militaire et stratégique? Et est-ce qu'il est finalement...
c'est pas un problème qu'une puissance étrangère cartographie les richesses minières d'un pays aussi important dans le monde. D'ailleurs, peut-être qu'on peut aussi considérer que, prenant acte du fait que la RDC devient un enjeu global pour toute la planète, la France s'impliquera plus et puis, quelque part, gagnera de l'argent contre cette protection, vu l'immensité des réserves et du potentiel économique de la RDC, qui est sans pareil en Afrique. Alors, plusieurs éléments dans la question qui est très, très riche. D'abord, moi, je pense qu'il faut aller au-delà de la position d'Emmanuel Macron vis-à-vis de la RDC d'un côté et du Rwanda de l'autre. On est face à une diplomatie mondiale d'Emmanuel Macron qui cherche à concilier des positions de camps opposés partout. On l'a très bien vu à l'occasion de l'Ukraine, du conflit entre l'Ukraine et la Russie, et qui, en adoptant des positions qui sont absolument intenables. Donc ne voyons pas, une fois de plus, dans cette position de la France ou d'Emmanuel Macron, quelque chose de spécifique à l'Afrique. Je pense que c'est très, très important de en même temps diplomatique. C'est un en même temps diplomatique qui correspond en effet à un en même temps de politique intérieure, qui, à mon avis, contribue beaucoup à la perte d'influence du pays, de toute façon, sur la scène mondiale. Donc ça, je pense que c'est très important. D'autre part, moi, ce qui me frappe, c'est que on se retrouve finalement dans une problématique qui est très proche pour la région des Grands Lacs de ce qu'elle était à la fin des années 90. Cette fameuse question du scandale géologique dont on parlait à l'époque, incarné par le Zaïre, devenu entre-temps RDC, n'a absolument rien de nouveau. Vraiment, si on se replonge sur ce contexte dans les années 90 et dans ce qu'on voit aujourd'hui, on voit que ce débat autour des ressources n'a absolument pas évolué finalement et est absolument le même. Et ça interroge beaucoup sur la façon dont les élites nationales ont réussi à se réapproprier cette question-là. Non, on voit qu'elle reste largement dans des stratégies d'extraversion toujours. Et vous mentionniez l'Union africaine, c'est un échec absolument patent, malheureusement, que celui de cette organisation qui, là encore, pardon, je suis une internationaliste, donc je renvoie toujours à la scène internationale, mais qui renvoie à cet effondrement du multilatéralisme partout, à commencer au niveau des Nations Unies, qui fait que ces enceintes qui étaient censées avoir mis sur pied des instruments collectifs de gestion des conflits se sont avérées incapables de véritablement les mobiliser. Mais il y a aussi des éléments qui rappellent les années 90. Le rôle des sociétés militaires privées est très intéressant en RDC. Et cette fois-ci, on ne parle pas de Wagner du tout, parce qu'aujourd'hui, l'incarnation de la société militaire privée serait Wagner devenu Africa Corp, alors qu'à mon avis, on est justement avec cet acteur... Alors, je vais citer, il y a des sociétés militaires privées roumaines, françaises, absolument, chinoises. Donc on voit très bien qu'on est face à une nouvelle problématique, et contrairement au cas de Wagner Africa Corps, les liens avec les États dont la plupart des personnels sont ressortissants, n'existent pas ou peu. Alors que Olivier Bazin, c'est quand même... C'est un ancien gendarme, mais je ne pense pas qu'il existe formellement des liens, comme il peut en exister, entre le Kremlin et l'Africa Corps aujourd'hui, ou comme il en a pu exister aussi au moment de Wagner. Il ne faut quand même pas oublier que les forces de Wagner, au Sahel notamment, ont été déployées par des avions du ministère des Affaires étrangères russe. On n'est quand même absolument pas dans ce cas de figure-là. Et ça démontre aujourd'hui la nécessité de réfléchir de nouveau à ce que sont l'ensemble de ces acteurs privés qui côtoient beaucoup, de manière informelle mais néanmoins publique, assumée, des acteurs aussi divers que la MONUSCO, par exemple, que les forces de la SADC, que les états-majors aussi de l'État congolais lui-même. Ça interroge quand même beaucoup
aussi sur le type de gestion des conflits de la région, et sans aller à l'exemple ONI de Executive Outcomes, donc cette fameuse société militaire privée sud-africaine blanche, qui a beaucoup sévi à la fin des années 90, au début des années 2000, il y a vraiment, à mon avis, un travail à engager de la part des États africains, j'y insiste, puisque ce sont eux qui recourent à ces sociétés. C'est pas la France là qui a dit à Gémira d'aller intervenir à son profit comme un proxy. Je ne le pense pas. Enfin, peut-être quand même. Hein. Il doit quand même avoir plus des champs d'information avec lui qu'avec... En termes de renseignement, oui, mais je ne pense pas qu'elle ait été mandatée de manière aussi explicite. En tout cas, il y a une réflexion à avoir avant tout de la part des États africains eux-mêmes qui recourent à ces différentes sociétés pour davantage organiser, réguler le recours à ces acteurs étrangers. Alors, monsieur le député... Je vais juste réagir un peu par rapport à ce que dit... Niagali Bakayoko. Fabrice, oui, bien sûr, par rapport à la naïveté du président Félix. Moi, je dirais que le président Félix n'est pas du tout naïf. Il fait prévaloir la diplomatie. C'est ça, d'ailleurs, ce qu'il a amené ici en France. Et bien, en même temps aussi, l'armée s'organise pour que l'ultime recours soit la guerre. Et donc, d'un côté, il fait prévaloir la diplomatie. Et nous savons qu'avec la diplomatie, ça peut préserver des vies humaines, n'est-ce pas? Si nous sommes en face des gens qui sont encore rationnels. Malheureusement, nous sommes en face d'un État, je dirais, voyou, l'État rwandais avec son régime. Mais le président fait confiance à la diplomatie. Il fait vraiment confiance à la diplomatie. Et la France a un rôle très capital à jouer au niveau de la RDC. Pour rappel, la France qui est membre du Conseil de sécurité des Nations Unies. Bien sûr, membre du Conseil de sécurité. Et c'est d'ailleurs grâce à la France que le moratoire qui pesait sur la RDC, sur les armes, n'est-ce pas? C'est grâce à la France que cela a été levé. Et donc la France, si elle joue bien son rôle, pourra aider la RDC à pouvoir avancer dans son conflit avec... en plus, peut-être qu'elle y gagne quelque chose, puisque justement, il y a un Français qui est un des fournisseurs... des armes congolaises désormais, donc c'est la société Olivier Bazin. Fabrice. Juste, je comprends ce que vous dites, mais je pense que du moment où on n'obtient pas certaines garanties, et notamment des sanctions, on peut comprendre que l'État rwandais, en fait, n'est pas du tout ostracisé. La preuve, on l'a vu là, qu'il y a quelques semaines, il était capable de signer des accords avec le Royaume-Uni. Alors, ça n'a rien à voir avec Emmanuel Macron, mais il est capable de signer des accords avec le Royaume-Uni. En fait, globalement, je veux dire, on pêche pour déporter des migrants avec une compensation financière. Ce que je veux dire, c'est que malheureusement, dans l'analyse qu'on pose sur ce qui se passe en RDC et à l'Est en particulier, on pêche par naïveté. Pour moi, c'est d'abord une guerre du capitalisme moderne. Emmanuel Macron est un produit du capitalisme moderne. C'est quelqu'un qui a toujours, et l'expérience, les faits le montrent, a toujours mis le business, l'intérêt libéral, néolibéral en avant. Et penser que Paul Kagame est totalement exclu parce que Emmanuel Macron tient un discours de fermeté sans, encore une fois, aucune garantie concrète de sanctions, ça se rapproche pour moi un petit peu de la naïveté. Maintenant, vous avez raison de dire qu'il y a d'autres mesures qui sont en place. Si l'affrontement direct devait se faire contre le Rwanda, je pense que l'État congolais a déjà montré qu'il était prêt. Maintenant, est-ce qu'on regarde la question dans son ensemble ? Quid des rivalités avec l'Ouganda, le Burundi, la présence chinoise aussi qui vampirise beaucoup ce secteur. Il y a énormément de choses, des entreprises, des intérêts des sociétés privées. On parlait des sociétés militaires, mais les sociétés militaires protègent des intérêts commerciaux, économiques. Ça, c'est le fond du sujet qui ne sera pas terminé seulement en allant combattre le Rwanda, je trouve. Alors, Brigitte Améganvi, on parle beaucoup des États, mais on parle très peu des principales bénéficiaires de tous ces minerais du Congo, c'est-à-dire les multinationales. Le président Tshisekedi a évoqué Apple qui, justement, achète ces minerais pour faire nos téléphones, etc., auprès de sociétés qui agissent avec le Rwanda. Mais finalement, même quand on parlera de sanctions, on va toujours sanctionner les États, mais on ne sanctionne pas les
les grandes entreprises, puisqu'en réalité, ces grandes entreprises sont au cœur de la fameuse transition écologique dont on nous parle en Occident. Donc la RDC est-elle le sacrifice ultime pour alimenter la transition écologique et surtout la concurrence sur l'électrique entre l'Occident et la Chine? Oui, absolument. Ce sera la RDC, mais pas que. Si on retourne au Sahel aussi, il y a effectivement, le monde a besoin de plus en plus de lithium. Ces ressources-là existent en RDC, mais aussi au Sahel. Amérique latine, on a mis entre parenthèses pour le moment parce que les gisements sont beaucoup plus faciles d'accès en Afrique, tout simplement par défaut de gouvernance. Et donc, oui, nos pays seront de plus en plus sacrifiés sur l'autel de cette transition écologique. 70% de la production mondiale de cobalt annuelle, la production annuelle mondiale vient de la RDC. Ça donne un petit peu pays trop riche. Le ton. Le mot de la fin de ce dossier, je le laisse au député Aimé Pascal Mongo. On a vu que sur Gaza, sur la Palestine, les campus américains et les jeunesses occidentales contrarient en fait les diplomaties de leur pays en réclamant la justice. Quel message vous auriez à passer à ces jeunesses-là aujourd'hui à propos de votre pays qui est déchiré, mangé, cannibalisé par le capitalisme mondial? Très bien. Avant de répondre à cette question, je vais d'abord revenir sur... parce que Fabrice m'a vraiment intéressé avec son intervention. Effectivement, Fabrice a raison, mais il est aussi important de rappeler que les Congolais sont debout. Ça, c'est très important. Et toutes ces manœuvres qui sont faites à gauche, à droite, vont finir par s'arrêter. Parce qu'en fait, c'est tout difficile de pouvoir aujourd'hui se dire ça sera facile de balkaniser le pays. À partir du moment où les Congolaises et les Congolais sont déterminés à pouvoir préserver et sauvegarder l'intégrité du territoire, et les Congolais encouragent le président de la République à pouvoir, n'est-ce pas, consolider la diplomatie en même temps que l'armée se prépare. Et je veux aussi rappeler que nous sommes dans un monde multipolaire aujourd'hui. Le BRICS est aussi en train de lorgner la RDC. Il appartient maintenant aux amis occidentaux de pouvoir être très prudents. Très prudents, ce qu'ils ont vécu en Afrique de l'Ouest, s'ils ne prennent garde, des risques aussi d'arriver en RDC. Alors, s'agissant de la jeunesse palestinienne, vous avez dit ? La jeunesse occidentale qui se met aux côtés de la Palestine, ce qui a une importance. On voit monter dans la diaspora en Europe les cris du Congo, mais peut-être qu'ils ne sont pas encore assez entendus. Quel message vous avez pour cette jeunesse européenne avide de justice et qui... Je voudrais vraiment encourager cette jeunesse occidentale et européenne à pouvoir interpeller les dirigeants de leur pays. Parce qu'en fait, le comportement des dirigeants occidentaux aujourd'hui risque, n'est-ce pas, d'influer sur leur devenir. Et je suis en face d'une jeunesse qui prend conscience. Et j'espère vraiment que la seule bonne façon de prendre conscience, c'est de sanctionner les dirigeants qui ne permettent pas que, n'est-ce pas, les relations entre pays, notamment africains et occidentaux, puissent, n'est-ce pas, se raffermir. Et donc j'encourage cette jeunesse et je les invite aussi à pouvoir, n'est-ce pas, plaider avec des pressions pour que finalement la paix revienne en RDC, en poussant les dirigeants à sanctionner de manière claire le Rwanda. Et c'est seulement de cette façon-là que le Congo, qui est aujourd'hui le pays solution pour le monde, n'est-ce pas, pourra, n'est-ce pas, être fier d'avoir une jeunesse européenne occidentale mieux aguerrie. Une jeunesse qui ne doit pas oublier que son mode de vie est alimenté, notamment son mode de vie numérique, TikTok, Facebook, WhatsApp, le téléphone, Netflix, c'est aux dépens du Congo. Des adultes aussi, hein, pas que des jeunes. Hein. Bon, plus les jeunes quand même que les adultes. La jeunesse, c'est des 17 ans, 77 ans. Voilà, donc, c'est ça. Merci beaucoup. Et Franck, merci. On va vous laisser, monsieur le député. Franck Totti, journaliste indépendant, va nous rejoindre. Les résultats ne sont pas encore tombés, mais les tendances donneraient le camp du président Faure Gnassingbé, gagnant des élections législatives qui se sont déroulées lundi 29 avril dernier au Togo. Des législatives cruciales qui se sont déroulées.
Parce qu'elle fonde un nouvel ordre politique caractérisé par un passage à un régime parlementaire. Le chef du parti ou de la coalition victorieuse deviendra un Premier ministre au plein pouvoir et sans limite de mandat, qui sera accompagné par un président plus honorifique, si j'ai bien compris le nouveau texte constitutionnel qui sera bientôt mis en application. Brigitte Améganvi, vous êtes une militante togolaise pro-démocratie. Quel regard portez-vous sur ces derniers développements? On constate par exemple que les observateurs internationaux sont beaucoup plus positifs sur ce qui s'est passé que l'opposition togolaise. Bizarre. Comme d'habitude, effectivement. Comme d'habitude. Non, mais je commencerai. Si vous avez le texte de cette fameuse constitution qui me concerne, je suis preneuse, parce que je ne l'ai pas encore. Je ne l'ai pas non plus. Il n'est nulle part. La constitution régulièrement, fantôme. je consulte le site de l'Assemblée nationale. En général, dès qu'un projet de loi a fini le parcours au sein de la commission de loi et est transmis est transmis à l'Assemblée nationale pour être débattu en plénière, vous trouvez sur le site de l'Assemblée nationale le projet ou la proposition de loi et son exposé des motifs. Vous trouvez l'analyse au fond que la commission des lois a faite et vous trouvez également le tableau des amendements. Mais là, depuis le début, ces textes sont inexistants sur le site de l'Assemblée nationale, ce qui fait que personne n'a vu cette constitution qui a été votée en première lecture, sur laquelle une deuxième lecture a été demandée et qui est adoptée. Donc on attend la promulgation par le chef de l'État pour savoir quel est ce qu'il y a dans ce paquet surprise, à part les commentaires que les uns et les autres ont pu en faire. On se doute un peu que, voilà, ce sera un régime parlementaire avec un nouveau personnage. C'est tout de même assez curieux pour une nouvelle constitution. Nulle part au monde, ça ne s'est jamais fait. Et nous avons l'art d'innover, mais de manière lamentable. Le Togo a un incroyable talent. Absolument, un incroyable talent. Alors, pour ce qui est des élections, les chiffres qu'on vous annonce, les résultats ont commencé à être annoncés à la TVT. Et curieusement, il y a eu, pour une préfecture donnée, on annonçait 21 000 inscrits, nombre de voix attribuées à unir le parti présidentiel, 25 000. Ça jette un froid. Et effectivement, ça ne nous a pas étonnés du tout, parce que ce qu'il s'est passé, c'est que effectivement, il y a un fait indéniable, c'est que les Togolais ne se sont pas mobilisés pour aller voter. Donc, je considère que c'est un échec cuisant, aussi bien pour le parti au pouvoir, qui voulait faire de cette élection un référendum sur le texte, que pour l'opposition, qui a appelé les Togolais à se mobiliser massivement pour aller dans l'optique d'un référendum, mais pour le non à cette constitution. Donc, la terre dans les deux camps. Les deux camps n'ont pas été écoutés, n'ont pas été suivis par la population. Ce qui veut dire deux choses. La première chose, c'est que ce gouvernement et cette constitution, le peuple togolais lui dit « on n'en veut pas ». Ce n'est pas ça notre préoccupation. Et la préoccupation effectivement majeure des Togolais aujourd'hui, c'est économique. Comment on mange, comment on se soigne, parce que l'économie togolaise est dans un état de délabrement terrible. À part la minorité pilleuse qui, elle, vit bien, confortablement, les populations sont vraiment dans un état de déshérence terrible. Mais ce que ça veut dire aussi, c'est que l'opposition non plus n'a plus la capacité de mobiliser, de se faire entendre. Pourquoi ? Parce que les gens sont fatigués d'aller voter. Et une démocratie qui se réduit uniquement à une élection frauduleuse, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, les gens ne se déplacent plus. Et quand on regarde le taux de participation aux élections, bien sûr, en bourrant les urnes, parce que tous ceux qui ne vont pas voter, ce qui se passe, c'est que à la fermeture des bureaux de vote, et on a eu pas mal de vidéos qui le montraient, mais des choses absolument ridicules, où les gens qui sont chargés des bureaux de vote votent. Parfois, ils ont des bulletins prévotés, et donc ils les plient, ils les mettent dans l'urne, ils bourrent les urnes, etc. Et on a vu également des vidéos d'un centre de regroupement des votes, d'une CELI, où il y avait une entreprise généralisée de modification des PV. Je peux vous envoyer un PV à la fin
à la fermeture du vote, signé par tous les délégués, et le même PV, une fois qu'on a bourré les urnes, barré avec des voix changées pour tel, avec des voix retirées même pour un parti d'opposition pour être sûr qu'il n'ait aucun député. C'est la fraude la plus gigantesque que l'on puisse imaginer. Alors, on me dira, oui, mais dans ces conditions, pourquoi est-ce que l'opposition va encore aux élections? Si l'opposition ne va pas aux élections, tous ces éléments-là, on ne les a pas, parce qu'ils n'auront pas le droit d'avoir des délégués dans les bureaux de vote. Et cette année, le fait que l'opposition ait participé et le fait que Internet n'ait pas été coupé, ça nous a quand même permis de savoir de quel vote on va nous parler et de quels résultats. Voilà. De documenter les bourrages d'urnes massifs et les vols, mais réellement... Alors Franck, des résultats d'élections législatives qui se sont désirés dans un pays aussi petit. Normalement, en fait, en quelques heures, en réalité, ça devrait être plié. Le Togo est vraiment un pays étroit et, on va dire, en longueur. Ça ne donne pas une grande impression de transparence. Écoutez, vous l'avez dit, c'est compliqué dans ces conditions-là de donner du crédit à de telles élections, parce que ça, c'est pas étonnant, parce que le Togo, aussi bien le Togo et la plupart des pays, nous ont habitués à ce type d'élection où, pour un si petit nombre de votants, comme le Togo, je peux citer le Gabon, etc., on met de jours et de jours à donner les résultats. Ça témoigne des conditions d'organisation de ces élections-là. Et je pense aussi que le pouvoir veut se rassurer de son chiffre, parce que ici on parle de 113 députés à pourvoir. Je pense que le parti du président Faure Gnassingbé veut s'assurer d'une majorité écrasante, dominante, pour pouvoir mettre en œuvre sa nouvelle constitution sur mesure. Et je crois que malheureusement, dans ces conditions-là, l'opposition togolaise, comme elle a si bien dit, ne peut rien faire, ne peut que constater les dégâts. Et c'est triste parce que on voit que on perdure sur le continent le tripatouillage des constitutions. Rappelez-vous que les Gnassingbé, c'est presque 60 ans de pouvoir. 57 ans. Oui, 55 ans, presque 60 ans. Oui, 57 ans, 38 ans pour le père et puis 19 ans, presque 2 décennies pour le fils. En 60 ans, le Togo n'a vraiment pas évolué du point de vue du développement, du partage des richesses. Et c'est ce fait-là que veut pérenniser le clan Gnassingbé avec ces tripatouages constitutionnels. Malheureusement, taillé sur mesure. Il s'est inspiré du cas de la Côte d'Ivoire et de la Guinée pour faire une constitution sur mesure. En Côte d'Ivoire, pour la nouvelle constitution qui donnait un 3e mandat au président, dont ne voulaient pas les Ivoiriens, on a vu ce que ça a coûté, au moins une vingtaine de morts, et puis l'émiettement de la situation sociopolitique. En Guinée, ça a conduit à un coup d'État. Alors Faure, qu'est-ce qu'il a fait? Il a réfléchi avec son clan. Il a taillé une constitution sur mesure, excluant de facto le peuple, parce que si on ne va pas à un référendum pour le peuple qu'on prétend diriger et gouverner, c'est bien clair qu'il y a problème sur cette nouvelle réforme constitutionnelle. Alors il se taille un pouvoir ad vitam avec cette nouvelle constitution. Et c'est bien triste. Le Premier ministre n'aura pas de limitation de mandat. Et Angela Merkel a bien fait 15 ans, je crois, au pouvoir, sans que personne n'y trouve à redire. Alors, Fabrice, quelque part, quand on regarde ce type d'élection qui, finalement, désespère le peuple qui vote avec... qui vote avec la couette, on va dire, en n'allant pas, en se déplaçant pas, on se dit, dans ce contexte, les coups d'État sont presque inscrits dans l'histoire à court, moyen ou long terme, étant donné que on est face à des parodies de démocratie. Alors ça dépend quand même de la structure de l'armée, du pays, des proximités. Là, le président Faure Gnassingbé a quand même l'armée dans sa poche, en quelque sorte. Alors, il peut
il peut tout se passer. Je ne dis pas qu'il est impossible qu'un coup d'État survienne au Togo, mais en l'état actuel des forces et des rapports de force entre l'armée et exécutif togolais, j'ai quand même du mal à imaginer que cela arrive. En tout cas, on est dans une espèce de tradition nationale du tripatouillage, comme le disait Franck, électoral depuis le père Gnassingbé et Adema. Et c'est quand même assez décevant aussi quand on voit que les observateurs de l'Union africaine et de la CEDEAO ont jugé que les élections s'étaient passées de manière satisfaisante. On tombe des nues parce que jugé avant la fin du processus, ça a toujours été assez étonnant, les observateurs qui jugent après le terreau, juste après la fin du déroulement des opérations électorales vote, alors que les opérations électorales vont bien plus loin que le vote. Voilà, et puis le terreau même de cette élection était illégal. Enfin, cette modification constitutionnelle, quoi qu'on en pense, c'est absolument légitime hein, qu'on se pose la question d'une nouvelle constitution, mais il faut qu'il y ait du débat. Là, on a un texte qui a été voté en catimini, en une nuit, comme ça, sans que le peuple n'ait été associé. Et vraiment, c'est l'avenir, le destin de tout ce pays qui est chamboulé, modifié. Et la prédominance du président Faure Gnassingbé qui va aller en s'éternisant, quoi. Niagalé, on a l'impression qu'au final, ni la communauté internationale, ni la pression de la rue, rien n'ébranle le pouvoir togolais. Non, c'est un régime qui est très particulier, je trouve. Fabrice soulignait la nécessité de regarder la structure de chaque forces armées au niveau des différents pays. C'est un régime politique qui est assez particulier quand même, non pas seulement par sa longévité, mais aussi par les rôles très multiples qu'il joue. Vous parlez du fait qu'il n'y a pas de réaction internationale. C'est un régime qui se pose depuis toujours comme médiateur de très nombreuses crises, ce qui lui donne un statut au niveau régional, y compris au niveau institutionnel. Il est intéressant de voir à quel point Faure Gnassingbé a été missionné, y compris par ses pairs, ou appelé par les États sahéliens eux-mêmes afin d'intercéder dans la crise qui les opposait à la CEDEAO avant qu'il ne la quitte. On voit aussi que c'est un personnage qui bénéficie d'une certaine aura au-delà de la seule sous-région. Et je pense que ça joue dans le silence des partenaires internationaux. Pour ce qui est des conditions d'exercice, de déroulement plus exactement de ce scrutin, je pense que personne ne s'en étonne. Tout ce qui est décrit, en effet, c'est très important de le souligner. Moi, ce qui m'a étonné, c'est qu'il n'y ait pas de coupure d'Internet, justement. Précisément. Mais il y a certainement une raison à ça. Il était peut-être sur deux. Exactement. Il y a forcément une raison à ça. C'est une façon de démontrer, regardez, nous laissons les choses se dérouler tout à fait librement. On sait très bien qu'au-delà de ces questions de bourrage d'urnes et de modification des procès-verbaux, il y a aussi d'autres façons d'acheter les votes très en amont. Les alliances avec un certain nombre d'autorités locales, traditionnelles, qui peuvent aussi pousser certaines populations à se déplacer. Mais au-delà de ça, on voit très bien que les élections comme mode de gestion des conflits, qu'ils soient intérieurs ou internationaux, c'est-à-dire qu'en général, pour solder une crise politique ou sécuritaire, on considère que l'élection est un moyen, est de plus en plus éculé aujourd'hui, parce que la démocratie a été largement réduite à la tenue de ces scrutins électoraux, sans que l'on cherche à poser la question du respect de l'état de droit, du respect de la liberté d'expression, du respect de l'espace civique. Il y a une décrédibilisation totale de la démocratie qui ne se manifeste pas uniquement par le biais de coups d'État, mais qui se manifeste en effet par le phénomène de la couette que vous décriviez, Théophile.
La malédiction française au Sahel a-t-elle touché les États-Unis? Après l'armée hexagonale, c'est l'armée américaine qui a été chassée du Niger par le pouvoir militaire dirigé par Abdourahmane Tiani, ou déplacer ses effectifs et ses drones qui ont longtemps été positionnés à Agadez et à Niamey. En Côte d'Ivoire, pourquoi pas? C'est en tout cas ce qu'a proposé le général Michael Langley, commandant en chef du commandement américain pour l'Afrique, AFRICOM, au président ivoirien Alassane Ouattara. Jeune Afrique nous en dit plus dans un de ses articles. La base abriterait des soldats, mais aussi des équipements de pointe, comme des drones. La CIA collabore déjà beaucoup avec les Ivoiriens dans le domaine du renseignement, particulièrement avec le Centre de renseignement opérationnel antiterroriste. Pendant la Coupe d'Afrique des Nations, organisée en Côte d'Ivoire du 13 janvier au 11 février dernier, AFRICOM avait dépêché l'un de ses avions de renseignement, de surveillance et de reconnaissance basé au Niger afin d'effectuer des rotations dans le pays. Les autorités ivoiriennes sont favorables à ce projet. Mais la localisation de la future base reste à définir, car les États-Unis souhaitent l'ériger non loin de l'un des nombreux aéroports internationaux du pays. À l'issue de cette visite, AFRICOM a par ailleurs annoncé décaisser en Afrique plus de 65 millions de dollars en 2024, dont une grande partie sera consacrée au contre-terrorisme et à la sécurité aux frontières dans le nord de la Côte d'Ivoire. Un mémorandum d'entente pour contrer la manipulation de l'information par des États étrangers a également été signé. Alors Niagalé, tu as beaucoup parlé, mais je te donne encore la parole. Les États-Unis étaient historiquement très discrets sur leur base dans le cadre d'AFRICOM. Maintenant, ils jouent carte sur table, mais on ne sait pas toujours ce qu'ils entendent faire exactement en Afrique. Par exemple, ce mémorandum visant à contrer la manipulation de l'information par des États étrangers, c'est très flou et ça semble viser des ennemis des États-Unis, notamment la Russie, voire faire peser des risques sur la liberté d'expression en Côte d'Ivoire, même si le mémorandum était ratifié. Ça veut dire quoi ? Plus largement, je trouve que ce phénomène démontre ce que moi je sais de dire depuis un moment, c'est-à-dire qu'on se focalise beaucoup trop sur la France, beaucoup trop sur le rejet des acteurs militaires en général. La désaffection, elle est générale vis-à-vis de l'ensemble des intervenants extérieurs. Et moi, je ne serais pas étonnée que d'ici 2 ou 3 ans, lorsque l'on estimera que ces partenaires extérieurs n'ont absolument pas répondu aux attentes qu'ils avaient suscitées, on leur montre également la porte de sortie et les Russes seront concernés de la même façon. Cette façon qu'ont en effet les partenaires internationaux, y compris les États-Unis dans le cas d'espèce, de se positionner comme ayant la clé de la réponse à la crise sécuritaire est aujourd'hui complètement démentie par les faits. Et au-delà de la nature autoritaire des régimes qui les poussent vers la sortie ou qui les invitent à venir. Dans le cas de la Côte d'Ivoire, on n'est pas dans un régime dictatorial, on n'est quand même pas non plus en Côte d'Ivoire dans un régime totalement ouvert. Hein. On a parlé des conditions contestables d'accession au pouvoir. Voilà. Donc, la question qui se pose est de savoir si ces immenses moyens militaires, y compris en matière de renseignement, dont disposent ces partenaires internationaux, sont de nature à apporter autre chose que ce que ils sont censés apporter, puisqu'on voit qu'ils sont absolument inefficaces. Exactement. On voit qu'ils ont été absolument inefficaces, ces moyens. Quand on entend les autorités du Niger... Inefficaces d'un point de vue africain. Mais non, pas du point de vue africain. D'un point de vue américain, par exemple. Alors, je ne sais pas. En tout cas, l'objectif affiché qui, au Niger, était de dire nous sommes là pour lutter contre le terrorisme. Est-ce qu'on peut vraiment considérer qu'il y a eu des résultats de ce point de vue-là et que la base de drone a servi à ça? Et d'où la question de savoir si ce n'est pas un vaste système de renseignement au bénéfice des États-Unis. Donc aujourd'hui, quand on voit cette façon d'essayer de se repositionner sur les pays côtiers, on s'interroge. En effet, est-ce que ces moyens d'ultra-technologie vont être utiles sur le plan sécuritaire ou est-ce qu'il pourra y avoir un certain nombre d'usages à vocation politique du côté des autorités qui signent le partenariat? Au Niger, il y a eu des résultats quand même. Hein. Je tiens juste à le signaler sous Bazoum. Mais est-ce que c'était grâce...
Non, mais Oui. est-ce que c'était grâce aux drones américains? Moi, je ne dis pas qu'il n'y a pas eu d'avancée, mais en tout cas, est-ce qu'il y a un grand changement par pas rapport à ce particulièrement. départ? Ben non, moi, c'est On juste est de ça dont on parle. On est Je ne d'accord. dis pas qu'il n'y a pas eu de résultat contraire. Franck, il y a 25 ans, Alpha Blondy chantait « Armée française, allez-vous-en ». Il y a 25 ans, c'était en 1998 ou 99, et aujourd'hui, il risque d'y avoir en Côte d'Ivoire, en plus de l'armée américaine, en plus de l'armée française, l'armée américaine. Est-il alarmiste de parler de souveraineté en danger pour la Côte d'Ivoire? Ce n'est même pas une question à se poser. L'inquiétude, c'est jusqu'où la Côte d'Ivoire serait-elle prête à s'agenouiller pour recevoir toutes les armées internationales. On a celle de la France depuis l'indépendance. Rappelons que déjà en janvier, l'armée américaine avait démarché les autorités ivoiriennes pour installer une base de drones. Et avec ce qui se passe au Niger, ils veulent une base militaire en Côte d'Ivoire proche d'un aéroport, sachant que l'aéroport international de Port-Boué est à 2 pas de vol d'oiseau de la base militaire française, où seront disposés les Américains, peut-être dans la capitale politique Yamoussoukro, ou pas loin de la frontière avec le Ghana, mais il est important de se poser la question que veut réellement le pouvoir ivoirien en accueillant toutes ces armées. En plus, mais est-ce que c'est facile de dire non aux États-Unis? Les Écoutez, États-Unis disent je veux venir chez toi, tu dis non. La preuve, en guillemets, le petit Niger, en guillemets, l'a fait. Vous l'a fait, je suis L'a d'accord. fait. Ils sont pas nombreux, Le Burkina l'a fait avec la France. Le Niger l'a fait avec l'armée française et récemment l'armée américaine. Et je crois qu'à un moment donné, il faut que les autorités ivoiriennes sachent réellement où ils veulent en venir. Le problème du terrorisme dont on parle, enfin, ce qui est un prétexte pour cette armée-là, pour se déployer en Côte d'Ivoire, mais le terrorisme existe depuis belle lurette. Et comme elle a rappelé tout à l'heure, enfin, on n'arrive pas à quantifier l'apport de ces armées-là au point de vue des territoires nigériens et burkinabés. Alors, venir en Côte d'Ivoire, je ne vois pas ce qu'ils vont apporter de plus, sachant que le gouvernement ivoirien se targue d'avoir une armée surpuissante, suréquipée en ce moment. Donc, je ne vois pas quel serait l'apport de l'armée américaine en termes de drones, parce qu'aujourd'hui, tous les petits pays du Sahel et des côtes, le Ghana, la Côte d'Ivoire et autres, sont équipés de drones. Donc, je ne vois pas. Je pense plutôt que le positionnement de ces armées-là, c'est plus de la géostratégie en rapport avec des minerais de la région. Plus, c'est vrai qu'ils donnent quelques pouces aux armées nationales, mais l'intérêt, c'est... Enfin, le principal enjeu, c'est de sauvegarder les intérêts Justement, des en fait, États-Unis. moi, ce qui me semble important, c'est l'évocation de la lutte contre la désinformation. C'est très politique, voire politicien. Ça semble écrit contre la Russie. Et à partir de ce moment, si la Côte d'Ivoire accueille une base de drones américaine, est-ce qu'elle est encore susceptible de changer d'axe géopolitique, finalement de dire non à l'Occident sur certaines choses, ou alors peut-être que ça se transforme en rente politique pour le président Ouattara lui-même, sachant qu'il sera soutenu de toute façon par les États-Unis parce qu'il leur aura rendu des services. Tout à fait ça. Enfin, pour le régime d'Abidjan, c'est un cautionnement de recevoir l'armée américaine. Ça fait un double cautionnement. On a le cautionnement de la France et avec cette démarche des États-Unis, il y aura le cautionnement des États-Unis pour Ouattara, qui est plus ou moins décrié sur la scène nationale que Ouattara qui est lui-même un oui. produit franco-américain. Tout à fait, voilà. Donc pour lui, c'est en quelque sorte une manière pour lui de se reposer sur des appuis extérieurs qui sont la France et les États-Unis. Je pense que l'intérêt ici, ce n'est pas pour la Côte d'Ivoire, mais l'intérêt, c'est plus pour le gouvernement ivoirien incarné par Alassane Ouattara, qui a un intérêt particulier. Alors Fabrice, au fait, c'est quoi la présence militaire américaine aujourd'hui en Afrique? Pendant longtemps, elle s'est fait discrète. Maintenant, bon, elle ne se cache plus. Mais où sont les États-Unis? Où sont les bases américaines en Afrique? Les Américains occupent différentes zones. Ce qui, moi, m'intéresse, c'est surtout le fait qu'aujourd'hui, ils sont un peu moins préoccupés, on va dire, par l'Afrique,
parce qu'ils ont d'autres centres d'engagement indirect. On l'a vu avec l'Ukraine. Ils sont évidemment au Proche-Orient, derrière Israël, dans sa guerre, évidemment. Alors l'Asie, je parlerais plus de guerre commerciale. C'est plus la guerre commerciale avec la Chine qui prévaut. Il y a quand même des implantations militaires auprès d'un certain nombre d'alliés. On parle aux Philippines, au Japon, la Corée. Mais alors, ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, les Américains ne vont pas faire de forcing, par exemple, quand le Niger réclame, et ce qui est tout à fait son droit, le droit à sa souveraineté de décider d'expulser toute présence américaine militaire. Et parce qu'ils sont très préoccupés par d'autres conflits dans le monde. Le Niger le fait, la Côte d'Ivoire ne le fait pas, parce que la Côte d'Ivoire a un autre logiciel politique pour moi qui est plus occidentaux-orienté, on va dire. Et je pense que ce qui est plus intéressant dans cette observation, c'est de voir que effectivement les uns et les autres ont choisi en quelque sorte leur camp. Et je ne pense pas qui va retarder la construction panafricaine, en tout cas ouest-africaine. Ouest-africaine, ça c'est sûr, ça va marquer une fracture profonde au sein de la CEDEAO qui n'est plus idéologiquement uniforme. Brigitte Améganvi, certains observateurs considèrent que des collectifs comme Tournons la page sont en première ligne sur la question de la démocratie, mais beaucoup plus en retrait sur la question de la souveraineté, qui est une thématique qui monte en Afrique. Pourtant, est-ce que c'est un mauvais procès ? Oui, c'est un mauvais procès parce que nous sommes beaucoup plus sur la question de la gouvernance. Parce que Américains dehors remplacés par les Russes, ça ne résoudra pas le problème non plus. Parce que c'est un peu réducteur de ramener ces problèmes-là uniquement à des problèmes sécuritaires. Il faut voir les problèmes de gouvernance qui sont à la base du terrorisme, de la désespérance des jeunes, le manque de perspective qui fait que le terrorisme se nourrit de la facilité qu'il a à recruter des jeunes à qui on donne un emploi, une moto, une Kalachnikov, et on leur garantit un revenu et surtout la protection de leur famille. Et donc, ils s'enrôlent dans les rangs des terroristes. Le jour où on arrivera à assécher leur recrutement, parce que les jeunes auront d'autres perspectives, auront des emplois, etc., le problème du terrorisme sera réglé. Mais l'affaiblissement des États africains par le FMI précède quand même la vague terroriste. Oui, d'accord. Et quand on mais voit... au jour d'aujourd'hui, tous ces montants qu'on investit, parce que les assistances militaires des Russes, etc., ça n'est pas gratuit. C'est en contrepartie, soit de montants qu'on paye, soit des ressources qu'on leur donne à exploiter et qui ne contribuent pas dans ces conditions-là au développement du pays. Donc on tourne en rond. Et dans 20 ans, on en sera exactement au même point si on n'arrête pas à un moment donné et si on ne change pas de paradigme. C'est un peu dur de juger la gouvernance de pays qui, depuis 1987-1988, ont été soumis à des fourches caudines affaiblis. Et ceux qui les ont affaiblis aujourd'hui disent écoutez, on va venir mettre des bases de drones chez vous, on va venir nous occuper de votre sécurité, alors que les armées africaines étaient, par exemple, incapables de se développer réellement pendant toute la période de l'ajustement structurel. Oui, mais moi j'ai l'avantage d'être de l'ancienne génération, parce que je sais comment on en est arrivé aux ajustements structurels. C'est parce que dans les années 70, nos États se sont endettés massivement. Une bonne partie de ces prêts qui ont été contractés à l'époque où des taux étaient à 14, 15, 20% ont été détournés, ce qui fait que les investissements qui étaient financés n'étaient pas viables. Il y a eu plein d'éléphants blancs et à un moment donné, il fallait rembourser. Et c'est comme ça qu'on est tombé en ajustement structurel. Donc, on continue à faire passez-moi l'expression, des conneries pour réparer les conneries qu'on avait faites il y a 10 ans. On n'en sortira jamais en Afrique. En tout cas, la Côte d'Ivoire apparaît de plus en plus comme un bastion de l'Occident, Fabrice, tu le disais, dans ce qui ressemble à une nouvelle guerre froide sur le continent, avec des pays de l'AES qui ont manifestement choisi de faire route avec la Russie. C'est un risque sécuritaire quand même, ce positionnement pro-occidental, le pays devenant une cible des djihadistes en même temps que du courant néo-panafricaniste, on va dire. Et c'est dans ce contexte que le numéro 1 burkinabé, Ibrahim Traoré, a fait un discours accusatoire ciblant Alassane Ouattara. Donc il faut que ces pays-là aussi comprennent ça, que ça ne marche pas.
Et il y a beaucoup d'autres choses. Avec la plupart, je pense qu'on commence à se comprendre. Mais du côté quand même de la Côte d'Ivoire, il y a du développement à faire. Voilà, il faut qu'ils reviennent à de meilleurs sentiments. Tous les déstabilisateurs du Burkina sont là-bas, ne se cachent pas. Les officiels ivoiriens ont parlé mal du Burkina. Sur les plateaux télé, vous êtes journalistes, je ne pense pas que Burkina, une chaîne privée ou publique, insulte des autorités d'autres pays ouvertement, souvent de façon vulgaire. Ça se fait là-bas, sans mot dire. Voilà, tous ceux qui tentent de déstabiliser ici se retrouvent là-bas. Bon, à un moment donné, il faut arrêter l'hypocrisie, il faut dire la vérité. Il y a un problème. Alors Franck, jusqu'où peuvent aller les bisbilles entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire? C'est vraiment des frères ennemis, hein. C'est des pays très très proches qui ont même été un même pays, en tout cas pour partie, et qui adorent se disputer depuis... À la réalité, oui, les désaccords entre gouvernants ne datent pas d'aujourd'hui. On a eu des bisbilles entre Félix Houphouët-Boigny et Maurice Yameogo. Cela a continué sur le capitaine Thomas Sankara et après, durant la période de la rébellion, il y a eu un froid véritable entre Abidjan et Ouagadougou, Laurent Gbagbo et Blaise Compaoré. Aujourd'hui, c'est Alassane Ouattara et le capitaine, mais à la réalité, le problème, il est plus politique que idéologique ou sociologique, parce que c'est quand même deux peuples très proches. Et en fait, Abidjan veut avoir forcément, je ne veux pas dire une mainmise, mais un regard favorable sur le pouvoir au Burkina. Les relations étaient plus ou moins intéressantes entre Ouattara et Blaise Compaoré. Après le putsch, ces relations-là se sont dégradées. Quand il y a eu l'arrivée du lieutenant-colonel Damimba, il y a eu un réchauffement. Quand bien même c'était un putschiste issu d'un putsch, il y a eu un réchauffement entre Ouagadougou et Abidjan et une détérioration de ces relations sous le capitaine Ibrahim Traoré, parce que justement, Abidjan n'est pas en odeur de sincérité avec le régime actuel au Burkina Faso, qui l'accuse. Mais l'explication du régime du Burkina, c'est que Abidjan joue pour ses ennemis, c'est-à-dire la France et l'Occident. Tout à fait. Oui, le chef d'État du Burkina accuse ouvertement Abidjan d'accueillir tous les déstabilisateurs politiques et aussi de laisser entrer sur son territoire des bandes armées djihadistes qui attaquent. Ça, c'est très grave. Depuis, c'est très grave. C'est des propos très graves. Et c'est des propos... La Côte d'Ivoire n'a pas encore réagi, mais c'est des propos extrêmement graves parce qu'il le dit avec preuve, selon lui, qu'il a des preuves que les djihadistes sont entrés sur le territoire ivoirien et rien ne leur est arrivé. Ça veut en dire gros, que le pouvoir ivoirien est plus préoccupé par attraper des militaires burkinabés que des djihadistes. Tout à fait, c'est ce qu'il dit. Et il explique d'ailleurs, parce qu'il dit, dans un passé récent, le Burkina aussi a été la base arrière des djihadistes sous Compaoré. Bon, ça, c'était un fait. Voilà. Je les ai vus, personnellement. Voilà. Donc, aujourd'hui, il ne s'étonne pas plus ou moins de ce que fait Abidjan contre Ouagadougou, mais en fait, c'est une véritable crise et sans langue de bois entre les deux pays, et je pense qu'un rapprochement gagnerait à se guérir parce que on a quand même Guillaume Soro qui rôde dans les pays de l'AES. Tout à fait. Et on a pas moins de 4 millions de Burkinabés qui vivent sur le territoire ivoirien. Et Guillaume Soro, le dernier des exilés politiques ivoiriens, qui rôde dans la sous-région entre Niamey, Ouagadougou et Bamako. Tout cela, c'est ce qu'il est capable de faire. Voilà, tout cela, c'est pas de nature à décrisper les relations entre les deux pays. Niagalé. Oui, ce qui est intéressant, c'est en effet quand même la continuité de ces relations politiquement très compliquées entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Il y a l'enjeu, bien entendu, de toutes ces communautés d'origine burkinabé qui sont historiquement présentes en Côte d'Ivoire. On sait très bien que c'est l'origine de la crise des années 2000 dans le pays. Bon, mais c'est aussi l'origine de la flambée cacaoyère. Aussi. Bah
alimentant l'autre, parce L'un que alimentant le Ghana était le premier producteur de cacao, sauf que la Côte d'Ivoire, la grande Côte d'Ivoire, d'un point de vue colonial, était plus peuplée, puisque la côte historiquement était moins peuplée au début du XXe siècle, et c'est en fait de l'interland sahélien que venaient les travailleurs. Absolument. Donc c'est intéressant, hein, comme vous le faites tous, hein, d'inscrire ça dans des dynamiques de long terme et de ne pas s'arrêter à ces passes d'armes actuelles. Mais plus largement, on voit quand même que les pays de l'AES développent des relations assez conflictuelles avec leurs voisins. Hein. Si on regarde du côté du Mali et du Niger, les relations avec l'Algérie sont très compliquées. Les relations du Niger avec le Bénin le sont aussi, avec le Nigeria également. Donc, on s'aperçoit qu'au-delà de ce retrait de la CEDEAO, donc au-delà du rejet de l'organisation ouest-africaine en tant que telle, il y a aussi, d'un point de vue bilatéral, des relations qui se tendent énormément. Et qui se rapprochent entre les trois, notamment le droit de poursuite militaire. Tout à fait. Exercer alors, je ne pense absolument pas, je ne fais de toute façon jamais de scénario catastrophe ou de prospective, j'en suis incapable, mais en tout cas, ça démontre que ce qu'on croyait complètement révolu, c'est-à-dire quand même les tensions très très fortes au niveau bilatéral dans cette sous-région où on a cru pouvoir inscrire la résolution des différends dans un cadre collectif, là aussi est en échec. C'est mort, aujourd'hui. Là, Allez, c'est en échec absolu. Donc, ça pose aussi la question de l'avenir de tous ces mécanismes qui ont été mis en place au niveau sous-régional, qui aujourd'hui se montrent absolument incapables de gérer tout cela. Juste pour terminer par rapport à cette problématique de la lutte antiterroriste, qui est quand même aussi très liée, on oublie qu'il y a cette fameuse académie de lutte contre le terrorisme qui est installée à Abidjan et dont l'utilité n'a finalement jamais totalement été démontrée. Ça explique aussi les partenariats internationaux dont on parlait, mais ces États de l'AES, à commencer par le Burkina Faso, savent aussi qu'il y a un certain nombre de moyens qui sont officiellement censés être concentrés en Côte d'Ivoire, et donc ils peinent à comprendre pourquoi ils ne sont pas mobilisés à l'appui de la lutte que leurs armées elles-mêmes mènent contre des groupes qui non seulement agissent sur le territoire burkinabé, mais en réalité dépassent les frontières pour atteindre les pays côtiers ou passer vers les autres pays sahéliens. Sachant que la Côte d'Ivoire paie quand même un lourd tribut au terrorisme elle-même, notamment on se rappelle les attentats de Grand Bassam qui ont été un moment de traumatisme national. Brigitte, on a l'impression de rejouer les films de la guerre froide, et c'est préoccupant parce que la CEDEAO, qui était un espace envié, notamment en Afrique centrale, où il n'y avait pas d'intégration régionale, la CEDEAO régresse. C'est dommage, hein. Pourtant, on peut dire que dans cette région-là, vous l'avez souligné tout à l'heure, il y a quand même une certaine homogénéité de population. Un brassage culturel aussi. Un brassage très, très important. Et c'est vrai que c'est l'une des zones qui avait commencé à poser les jalons d'infrastructures d'infrastructures économiques qui pouvaient amener au développement. Et tout ça vole en éclat. C'est réellement une régression. C'est un retour aux années 70-80 avec des guerres civiles. Et vous disiez tout à l'heure contre Sékou Touré. Oui, absolument. Et même de conflits civils, de conflits internes au pays. Parce que vous disiez tout à l'heure que Faure Gnassingbé était sûr de son armée. Moi, je dirais que s'il était si sûr que ça, la précipitation qu'on a vue là, depuis le mois de janvier-février pour se doter d'une nouvelle constitution et verrouiller les choses, elle n'aurait pas eu lieu. Donc, ça, il faut réfléchir à ça. Peut-être que l'eau qui dort, il faut s'en méfier. Et les Togolais sont calmes, etc. Mais ce qui est dramatique, c'est que le jour où ça va exploser, ça va être sanglant et il n'y aura personne, aussi bien du côté du pouvoir que du côté de l'opposition, aussi bien du côté des organisations sous-régionales, pour maîtriser la situation. Puisque la francophonie a accepté ce qui vient de se passer au Togo. Fabrice, le mot de la fin.
Alors, les tensions, en l'occurrence, sont l'expression aussi de ce qu'a incarné Alassane Ouattara depuis des années, comme cette voix de la CEDEAO un peu critique envers tout ce qui n'était pas similaire ou ne ressemblait pas à ce qu'il est lui-même comme chef d'État élu, mais toujours avec un soupçon de contestation populaire, parce qu'il représente aussi... Au départ installé quand même par une armée étrangère. Exactement, parce qu'il représente justement cette influence occidentale et française en l'occurrence. Donc ce n'est pas très surprenant. L'AES est construite et se déploie, se montre comme un anti-CEDEAO, comme un anti-Occident assumé, et l'assume également envers ses premiers alliés en Afrique. C'était le cas avec Macky Sall avant qu'il ne parte. On a vu que les relations avec Bassirou Diomaye Faye ne sont pas aussi tendues qu'elles l'étaient avec Macky Sall auparavant, parce que c'est un autre logiciel politique. Aussi générationnel peut-être. Peut-être, mais c'est parce que aussi dans le discours, on est un peu plus dans la critique de tout ce qui est extérieur, je pense. Moi, je pense qu'il y a quand même des aspects générationnels dans ces conflits, parce que l'Afrique, elle est très jeune, elle est gouvernée par des présidents élus, avec des guillemets, qui sont souvent très vieux. Et quand un président élu jeune rencontre un président pas élu jeune, je pense que déjà le regard porté sur le monde, il est différent. Le regard d'un Africain de 90 ans ou de 80 ans qui est né sous la colonisation, qui a même souvent étudié sous la colonisation, ne peut pas être le regard d'un Africain né en 1980 qui pourrait être son petit-fils. Mais parce que toutes les générations, toutes les personnes de cette génération-là qui osaient porter les mêmes discours qu'ont les jeunes leaders militaires, et des fois, c'était plus charpenté d'ailleurs. Ils étaient un peu poussés, pour le dire gentiment, dans l'ombre, quoi. Ou assassinés, justement au Togo, Sylvanus Olympio, et au Cameroun, Ruben Oumniobé. Merci Fabrice, Franck, Niagalé et Brigitte, et merci à vous d'avoir regardé cette édition de Décrypter l'Afrique, le panel. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau balayage de l'actualité africaine.